chaque fois qu'on essaie de se ranger. De s'installer tranquille dans un meublé. Dans les 3 jours, voilà le tac-tac. Bonnie and Clyde ne portaient peut-être pas de Kalachnikov, mais ils avaient des armes terriblement dangereuses. Alors, cet homme-là, et je vous le disais il y a un instant, est devenu terriblement célèbre, tristement, puisque c'est l'arme des terroristes aujourd'hui. On en trouve sur le marché, sur Internet, pas cher. Oui, hélas. Hélas, oui. Mais alors, qui est ce monsieur Kalachnikov? Alors, Mikhail Kalachnikov est né en Sibérie, dans une famille de très nombreux enfants, 18 enfants. Mais la misère est là, la misère au quotidien, à tel point que 10 de ses frères et sœurs meurent de faim. Alors, on n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là, oui, absolument. Là, c'est juste pour que l'on voit son visage et on va comprendre sa carrière, parce que, en fait, ça va être très tardivement qu'il va avoir toutes ces médailles et toute cette pseudo-reconnaissance. Pourquoi on en parle au mois de novembre? Alors, parce qu'il est né au mois de novembre, c'est le 10 novembre 1919 qu'il a vu le jour. Et je vous le disais, dans une famille difficile où on gagne sa vie dans le kolkhoz, vous savez, c'est au moment, puisqu'on est en 1919, on est en Union soviétique, on n'est plus en Russie, et après la révolution de 1917, et la famille est agricultrice et on est dans un kolkhoz. Et dans j'ai envie de dire, dans la petite maison familiale, en haut, dans le grenier, il adore bricoler. Alors il bricole, mais ça veut dire qu'il prend n'importe quel objet, il le démonte entièrement, puis il le remonte. Bref, c'est un passionné de mécanique, il a le sens, et puis il a des doigts de fée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, bricoleur, quoi. Oui, bricoleur, mais bricoleur de génie. Mais on en a vu d'autres, il y avait M. Volta, qui avait été l'italien. Volta, c'était pareil, il faisait ça dans le grenier de ça, alors, mais pas avec d'autres objets. Lui, il va rentrer dans l'armée rouge en 1919, et là, il devient mécanicien. Mécanicien pour les tanks et les blindés. Et c'est là que sa vie va changer. Je vous propose de regarder des images. On va découvrir cet homme. Sa vie va changer parce que, au cours de la Seconde Guerre mondiale, en 1941, au moment de l'affaire, en tout cas l'attaque Barbarossa, vous savez, l'attaque décidée par l'Allemagne nazie de l'Union soviétique, eh bien, il est pris dans ce combat et il reçoit une balle à l'épaule qui lui détruit en partie l'épaule, ce qui fait qu'il va être emmené à l'arrière. Et là, quand il va être dans son hôpital, il ne va cesser de dessiner de nouveaux pistolets, de nouvelles armes, et notamment ce fusil d'assaut qui va faire sa gloire et qui va porter son nom, Avtomat Kalachnikova. Ça veut dire automate, ça veut dire automatique, si vous voulez. C'est un fusil d'assaut qui peut tirer en automatique ou en semi-automatique. Alors, le gros problème de ce fusil d'assaut, c'est qu'il est très fiable. C'est ça, c'est qu'il a fait une arme extrêmement fiable que l'on peut utiliser à la fois dans un milieu de désert avec du sable, dans l'eau, dans la boue, d'où ce que vous rappeliez très justement, ces terroristes qui l'utilisent, ces guérilleros, ces militaires, puisque c'est une arme aussi utilisée par l'armée soviétique, mais aussi les armées du bloc de l'Est. Regardez ces images d'archives que l'on a trouvées où l'on voit Fidel Castro en train d'utiliser une Kalachnikov. Je me demande si l'image de Ben Laden, qui est en train d'essayer un fusil d'assaut, si c'est pas une Kalachnikov. Alors, Avtomat Kalachnikova, on revoit les deux lettres, AK. 47, c'est l'année où il a fini par créer son fusil. Donc l'AK-47, date bien de 1947. Alors lui, c'est toujours, dans les interviews, il a toujours dit « Oh, mais je ne voulais pas que cette arme soit meurtrière pour tout le monde, qu'il y ait tant de morts à cause de cette arme. Ce que je voulais, c'était mettre fin à l'attaque nazie. » Mais quand on voit qu'elle est sortie en 1947, c'était déjà évidemment trop tard. La guerre avait été terminée. Alors lui-même va disparaître il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, en 2013, à l'âge de 94 ans. Donc on peut dire que Mikhail Kalachnikov a passé l'arme à gauche il y a 3 ans, en 2013. Mais voilà, si on remarque bien, William, d'abord je voulais vous montrer un drapeau, le drapeau du Mozambique actuel. Ce pays d'Afrique qui porte, tout à fait à gauche du drapeau, on voit une Kalachnikov qui est dessinée dans le triangle rouge. C'est une Kalachnikov. Vous voyez, on voit bien le fusil d'assaut qui part de gauche à droite. D'accord. Et l'autre, c'est quoi, ça? Alors l'autre, je ne sais pas ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est que la Kalachnikov... Une bêche. Comme une bêche, oui. Une bêche. La Kalachnikov est faite pour la défense des droits du peuple. C'est ainsi que l'expliquent Et la bêche, c'est pour exploiter la terre, alors, d'accord. Sans doute.
Mais il a été un héros de l'Union soviétique. Absolument, lui. il a été élu... Multi-décoré. Oui, multi-décoré. Et on a vu tous les chefs d'État qui l'ont félicité. Tous les chefs d'État russes l'ont décoré. Il a été nommé lieutenant général, c'est dire, d'où ses médailles. Et il a été élu député au Soviet suprême. Il n'a jamais touché un sou, puisqu'il n'a pas déposé de brevet. Et il est mort dans une modeste HLM, mais très heureux de son sort. Donc voilà. Mais je ne sais pas si vous remarquez quand même, depuis la nuit des temps, on n'a que des hommes. Monsieur Colt, Monsieur Winchester, Monsieur Smith et Monsieur Wesson, que des hommes qui ont créé des armes à feu. Donc les hommes sont presque nés pour faire mourir les autres, alors que les femmes sont là pour donner naissance. C'est un bon rappel, ça, Absolument. Frédéric. Merci, William. Mais écoutez, je vous remercie moi-même, et alors à tout à l'heure. Avec plaisir, si vous êtes là. Si oui, hop, on ne sait jamais, vous savez, tout ça, ce sont des sièges éjectables. On va s'intéresser maintenant à un homme remarquable. Vous allez voir, c'est un pilote d'avion. L'acteur-réalisateur Clint Eastwood en a fait un film de son exploit, car c'est un exploit. C'est une histoire vraie qui raconte la vie tumultueuse avant l'exploit du pilote d'avion de Lynn qui sauva ses passagers. Il a améri avec son avion sur l'Hudson en 2009 et pour autant, cet exploit-là, à l'époque, n'a pas été salué. On dit, dis donc, vous auriez pu faire autrement. Ah bon? Oui, j'ai sauvé des gens. Alors vous allez voir ça. C'est notre correspondant à Los Angeles qui l'a interrogé. Et également l'acteur Tom Hanks qui l'incarne. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. Hit birds. We've lost thrust on both engines. We are turning back towards the Guardia. Which engine did you lose? Both engines. Sully, c'est le surnom du commandant de bord Chesley Sullenberger, ce pilote du vol US Airways qui avait fait un atterrissage forcé sur la rivière Hudson, à New York, le 15 janvier 2009, suite à une nuée d'oiseaux qui avait percuté son avion en plein décollage. Un prodige de pilotage qui fait maintenant l'objet d'un film réalisé par Clint Eastwood, très intéressé par l'histoire de ce héros malgré lui. This is the captain. Brace for impact. Read the screenplay first. It turned out that Sully lives in Northern California, not too far from where I was brought up. And so I went up, visited him, visited his family, and kind of got a little bit of the feel. Asked him who he'd like to see play him. Ce sera Tom Hanks qui sera choisi pour jouer le rôle de Sully. Un Tom Hanks impressionné par le personnage. He is a very particular man. Now, part of that is what makes him a great aviator, you know? I think the standard version of an aviator is, the throttle jockey who, whatever. He is not that. He is so specific about the process, not only the process of flying a plane, the hierarchy that goes into it, and the role that the captain has to play. Un rôle qui a présenté à Chesley Sullenberger, lui-même consultant sur le film, un véritable challenge malgré toute sa préparation. It's a misperception that people think that it was easy for us, that we weren't incredibly stressed by it. It was the hardest day of my life, the worst day of my life. And it was a sudden shock after almost 30 years of routine airline flying, where we work so hard all the time, every day, never to be surprised by anything, to anticipate as much as we can. And this was the opposite of that. Airways Flight 1549. Pour la structure du film, dont tout le monde connaît l'histoire, Clint Eastwood a préféré analyser l'aspect moins connu, celui où Sully sera accusé de ne pas avoir fait le bon choix, un dilemme qui le tourmentera pendant longtemps. Why didn't you attempt to return to LaGuardia? There simply was not enough altitude. The Hudson was the only place that was long enough and smooth enough and wide enough to even attempt to land the airplane safely. It's about what he went through and how he adjusted with his family and how it would going through all this scrutiny that he had to go through later, that how it took him away from his family and took him away from his job. À 86 ans, Clint Eastwood ne montre aucun signe de ralentissement. Il enchaîne film après film avec une mise en scène dénuée de toute fioriture. I don't over-intellectualize. I don't want to beat people down with a lot of pseudo crap. I like to get to the point, and I think people feel better if they're not pressed for a lot of pseudo-intellectualizing on a part. Sully est un film qui illustre parfaitement l'approche de Clint Eastwood. Le ton est viscéral et le montage est débarrassé de tout ce qui est superflu. C'est une œuvre qui va certainement être retenue parmi les meilleures de l'année. Quelle chance, il y avait du football hier soir.
Grégoire Tournon était là pour regarder ça en détail, bien sûr. Oui, Ligue des Champions, avec 2 clubs français hier sur les terrains. Monaco qualifié pour les 8e de finale et Lyon qui peut encore rêver. Voilà, je vous propose de commencer par les Monégasques. Regardez ces Monégasques qui recevaient Tottenham. Et les hommes du Rocher ouvrent le score en début de deuxième période. Tête de Sidibé, Hugo Lloris, gardien du club anglais, lui est impuissant. Les Spurs égalisent quelques minutes plus tard sur un pénalty de Kane et réaction monégasque immédiate. Sidibé, qui était buteur, devient passeur et avec cette belle frappe croisée, Lemar permet à Monaco de repasser devant 2-1. Le score ne bougera pas. Monaco, premier de son groupe, est d'ores et déjà qualifié pour les 8e de finale. De son côté, William, Lyon est allé battre les Croates du Dynamo Zagreb 1-0. Unique but de la soirée signé Lacazette. Les Lyonnais jouent leur qualification le 7 décembre à domicile contre Séville et ils devront battre les Espagnols par 2 buts d'écart. Encore des buts, William. Le Real Madrid est en 8e de finale. Les Espagnols ont battu le Sporting Portugal 2-1. Les 2 buts madrilènes sont signés de Français, Raphaël Varane et Karim Benzema. Et rappelons que le Real est tenant du titre. Voici Karim Benzema. Et encore un but français, William, avec Ousmane Dembélé. Lui pour le Borussia Dortmund face au Legia Varsovie. Les Allemands battent les Polonais 8-4, William. Ça fait 12 buts parce que je sais bien compter. Et c'est le record en Ligue des Champions. Voilà pour le football ce matin. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du rugby féminin avec un test match et surtout une belle victoire des Françaises. Regardez ces Françaises, elles sont en bleu ES et elles ont battu les Américaines. Alors, il y a 2 semaines, elles avaient été battues par les Anglaises. Là, elles battent les Américaines 36-10. Ça s'est passé à Béziers. 6 essais pour les Françaises. Caroline Ladanius s'est offert un doublé. Les 2 équipes se retrouveront vendredi pour un 2e test match. Du basket, Ligue des Champions, 5e victoire en 6 jours pour Le Mans en blanc. Sur leur parquet, les Sartois dominent le Maccabi Rishon 80-72. Le Mans est en tête de son groupe. Et victoire également de Villeurbanne avec un très beau panier. Villeurbanne en noir, vainqueur à Radom, c'est en Pologne. Le score 83-63. Regardez, William, 4e succès en Ligue des Champions. C'est un alley hoop, vous qui parlez l'américain couramment. Voilà. On récupère la balle, poum, on dunk, c'est hyper facile quand on fait ma taille. Mais il faut être en l'air. Il faut avoir un escabeau. Il faut être parti avant. Oui, il faut être parti largement avant. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a de la voile avec le deuxième abandon. Comment ça va? Pas très bien pour, en tout cas, Vincent Rioux. C'est le 2e abandon sur ce Vendée Globe. Alors, décidément, l'Atlantique Sud ne lui réussit pas. Et comme lors du précédent Vendée Globe, il y a 4 ans, dans le même océan, et à peu près pour les mêmes raisons, le Finistérien est contraint à l'abandon. Il a été victime d'un choc avec un ovni, objet flottant non identifié. Ce sont des images d'archives, William. Dimanche, c'est sa quille qui a été endommagée. Il était 5e lorsqu'il a décidé de jeter l'éponge dans l'eau. C'est pas simple parce que ça gonfle. Rioux avait gagné ce Vendée Globe lors de la 5e édition en 2005. Et en tête, c'est Alex Thompson, Armel Leclerc et Sébastien Josse. Lui, c'est Thomas Coville. C'est encore de la voile, mais c'est une autre course. En fait, c'est une tentative de record de Tour du Monde en solitaire à la voile sur un maxi trimaran. Il fait 34 mètres de long. C'est celui de Thomas Coville. Il dévale l'Atlantique. Il a battu un record pour aller jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Il continue sa route. Il est en avance sur le record de Francis Joyon qui est de 57 jours et 13 heures. Il y a de la mer, là. Il y a de la mer, exactement. Il est en dessous de Madagascar. Et pour terminer, William, des images d'archives encore pour parler de ce garçon en rouge. Il s'appelle Yannick Sepagnac. On est en 2008. Ce sont les JO de Pékin. Catégorie de moins de 120 kilos. C'est en lutte gréco-romaine. Et il avait été battu par le russe Baroev. Et 8 ans plus tard, le Français récupère la médaille de bronze parce que l'autre a été disqualifié pour dopage. Voilà. Comme quoi, il y a une justice et il recevra cette médaille de bronze lors des championnats du monde qui se dérouleront en France, à Paris. Très bien, merci beaucoup. En France, on a des... Chez les garçons, on va passer à tout à fait autre chose et beaucoup moins rigolo. Direction le Proche-Orient. Maintenant, nous allons retrouver notre correspondant Franck Genovo. Ce matin, on va évoquer une des conséquences des attentats de Paris et de Nice qu'on pourrait appeler la course aux nouvelles technologies en matière de sécurité pour mieux vous protéger. Et les collectivités locales, notamment les mairies, envoient des émissaires en Israël. Et donc, la question à Franck, c'est que vous avez dû recevoir pas mal de visites ces temps-ci en Israël. Bonjour Franck. Bonjour William, alors oui c'est vrai que depuis quelques semaines, voire plusieurs mois, il n'y a pas une semaine, pas un jour presque sans qu'il y ait une délégation
politiques françaises qui se rendent en Israël. Alors, vous l'avez dit, il y a parfois des sénateurs, des députés, même d'anciens ministres, mais il y a surtout des collectivités locales, des élus locaux, notamment des maires, des adjoints au maire ou encore des conseillers régionaux qui viennent ici en Israël voir ce dont ils pourraient s'inspirer en matière de sécurité pour améliorer leurs dispositifs dans leur ville ou dans leur collectivité. Il y avait la semaine dernière à Tel Aviv un grand salon de la sécurité et de la cyberdéfense. Et vous allez voir que dans les allées de ce salon, on parle très régulièrement français. La preuve en image avec ce reportage tourné par Ofsep Nalbandian et Diana Messina. C'est la ville vers laquelle beaucoup d'élus français convergent actuellement. Tel Aviv accueille le Salon international de la sécurité et de la cyberdéfense et le gratin mondial des décideurs dans ce domaine. Caroline Posementier, adjointe au maire de Marseille en charge de la sécurité, vient ici chercher les technologies qui demain peut-être équiperont la cité phocéenne, comme ce radar capable de neutraliser des attaques de drones. On peut détecter un drone, même minuscule comme celui-ci, à 3 km de distance. Déjà utilisé en France lors de l'Euro de football, peut-être protégera-t-il un jour le stade Vélodrome et d'autres sites marseillais. Sur un territoire comme le nôtre, je le vois effectivement sur des sites sensibles, mais également sur des lieux de grand rassemblement. N'oublions pas que nous avons aussi un littoral qui est un littoral qui doit être très surveillé. Même intérêt pour ces ballons de surveillance, ici en version miniature. Cet élu y voit une protection idéale pour les sites industriels sensibles. Avoir en permanence des yeux dans le ciel plutôt que des gens, ou en plus des gens au niveau du sol qui gardent finalement un périmètre qui correspond un petit peu à notre distance de vue, ben c'est un plus indéniable. Depuis les attentats de Paris et de Nice, les collectivités locales françaises ont souvent fait appel à la technologie israélienne. Deauville, Nîmes ou Aix-les-Bains viennent par exemple de se doter de ce système de vidéo intelligente. Très bien dire, par exemple, je cherche un élément qui avait une couleur rouge, par exemple. Donc, il va filtrer l'information et présenter tous les éléments qui avaient du rouge sur eux. Peu importe l'heure à laquelle ils sont déroulés dans le temps. Meurtri par l'attaque du 14 juillet, Nice s'est également équipé de ce moteur de recherche. Les acteurs de la ville cherchent des parades efficaces le plus vite possible. Avant de commencer, on est en retard. Donc il faut qu'on aille vite, qu'on mobilise tout le monde et qu'on essaye de se lier des liens avec tous ceux qui savent faire. Une accélération déjà en cours. L'aéroport de Nice doit subir prochainement un audit de sécurité mené par une société israélienne. Alors justement, parmi tout ce que l'on vient de voir, Franck, quelles sont les technologies, les outils qui ont le plus séduit les délégations françaises ? Alors il y a tout d'abord tout ce qui est surveillance ou vidéosurveillance. Il y a des caméras qui sont de plus en plus intelligentes, dit-on, qui permettent notamment d'être réglées en fonction de certains paramètres pour retrouver des suspects, etc. Il y a aussi des logiciels d'exploitation d'images qui vont, par exemple, comme le logiciel que vous avez vu dans le reportage, permettre de retrouver sur des heures et des heures d'enregistrement vidéo un suspect en fonction tout simplement de la couleur de son manteau ou du modèle de sa voiture. Et puis, au-delà de ces technologies, il y a toute une partie qui se déroule en coulisses. C'est la partie de ce qu'on pourrait appeler l'audit, c'est-à-dire l'expertise israélienne qui va être demandée par certaines villes. C'est par exemple le cas de la ville de Nice qui a fait inspecter son aéroport, qui a également fait inspecter le dispositif de sécurité de ses écoles. Et puis sachez que la ville de Marseille, vous avez vu l'adjointe au maire de Marseille, réfléchit également à faire inspecter son dispositif de sécurité, notamment dans les écoles, pour voir ce qui peut être amélioré. Merci beaucoup, Franck. À très bientôt. Allez, on commence par qui ? Eh bien, William, on ne va pas se raconter d'histoire. Ce que j'ai à vous montrer n'a a priori rien d'engageant. Dans la jungle colorée de la presse du jour se distingue une double page austère, grisonnante et dense. Il y a là quelque chose comme 25 000 signes dans les 4 000 mots. Pas de photo, juste un dessin signé d'Uzo. Celui d'un intérieur confortable avec à droite un coffre-fort et au mur une étagère, quelques livres et un écran plat branché sur France 3, la chaîne des régions. Dans ce décor design, chancelle une femme dont le chic semble le disputer à la mélancolie. Elle porte une robe encombrante et jolie avec une grosse tache rouge dessus. C'est le sang de son amant. La Bovary de Chambéry
c'est donc le titre du reportage de Pascal Robert Diard, qui tient la chronique judiciaire du Monde. La Bovary de Chambéry, c'est Nathalie. Elle vient de prendre 20 ans pour le meurtre de son amant, Lionel, un beau gosse, joueur de poker, collectionneur de filles, un peu canaille, un peu dédaigneux, mais carrément plus fun que son notable de mari. Alors, il en va de certains articles comme de certains romans. Vous en lisez les premières lignes et vous ne lâchez plus ce que vous tenez dans les mains. On va donc lire les premières lignes de ce reportage. À Chambéry, une épouse s'ennuie, elle a le mauvais âge, 45 ans, habite une villa trop grande dans une ville trop petite. Elle a le même mari, le même métier et les mêmes amis depuis 20 ans. Ses enfants ont grandi, l'aîné commence à sortir le soir avec des garçons. Le cadet boudeur joue à la console sur son lit. Elle a déjà fait refaire la cuisine et changer les canapés. Dans le jardin, les massifs de fleurs repoussent à chaque printemps. Les haies bien taillées protègent des regards des voisins. Les cyprès et l'olivier se portent bien. Bientôt, avec les beaux jours, elle enlèvera la bâche de la piscine. Et en attendant, elle bronze dans la cabine à UV installée dans la buanderie, près du banc de musculation de son mari. Le garage est large parce que la Mercedes l'est aussi. Alors, on va s'arrêter là. Il y en a... Vous le voyez, une double page, c'est une merveille, un bijou. Si vous avez un problème avec la presse, si vous en voulez aux journalistes, parce qu'ils sont responsables de tout, de la victoire de Trump, de la défaite de Sarko, des déboires de Hollande, de la pluie, du racisme, de la guerre, je vous promets que ce papier va vous réconcilier avec les journalistes. Alors pourquoi elle est habillée comme une héroïne, Scarlett O'Hara là... Parce que Madame Bovary, justement. Le roman de Ah Flaubert. bon, c'est pas Scarlett O'Hara, donc c'est Madame c'est Bovary. l'époque, Ah oui, d'accord. 19e. En tout cas, ce papier va vous réconcilier avec les journalistes parce qu'il prouve qu'il existe encore dans notre pays des journalistes qui savent faire leur métier, c'est-à-dire écouter, regarder, raconter et écrire. La Bovary de Chambéry, c'est dans Le Monde, c'est signé Pascal Robert Diard et c'est le genre de travail qui peut à lui seul justifier un abonnement. Ouais, c'est Le Monde d'hier après-midi, donc. Hein, c'est Le Monde daté d'aujourd'hui, qui est paru hier après-midi à Paris et en fin d'après-midi dans certaines villes de France. En tout cas, on applaudit. Alors, le hasard fait qu'on va rester rapidement avec Le Monde et ce papier amusant de Pierre Barthélémy. Le surtitre va vous faire sourire. Improbablologie, science de l'improbable donc, et un titre alléchant. Pourquoi les incompétents se croient si doués? Et le papier commence par l'histoire d'un braqueur qui dévalise une banque à visage découvert. Alors évidemment, les caméras de surveillance tournent, les images sont diffusées à la télé. Le soir même, les policiers arrêtent l'amateur qui leur dit « Mais comment vous m'avez retrouvé? J'avais mis du jus de citron. » Et alors, en fait, le gars, sachant que le jus de citron est bien pratique pour fabriquer de l'encre invisible, pensait qu'en se barbouillant le visage avec du jus de citron, il le rendrait, ce visage, indétectable. Alors, partant de cette histoire, 2 psychologues américains ont prouvé qu'il existe chez les nuls un biais psychologique qui les pousse à se surestimer. Je vous conseille la lecture de ce papier, et même mieux, je viendrai vous le détailler tout à l'heure dans la revue de presse culturelle. Ah ben ouais, très bien, tout à l'heure. Avec Jean-France, on a des idées, parfois même de très bonnes idées. Et il faut, pour faire bouillonner ces idées, il faut des incubateurs. Et ben, on va vous en présenter un matin avec Sophie Pignal. Le rôle, c'est la conquête du marché et c'est faire accélérer ces start-up dans leur fonction innovante. Vous allez voir. C'est ici, dans le 15e arrondissement de Paris, que les fondateurs de Skylight ont pu développer leur projet. Nous sommes ici dans un incubateur dédié aux start-up de l'aéronautique et du spatial. On a démarré nos activités à Paris, mais aujourd'hui on est présent à Los Angeles, à Munich et à Singapour. Et donc toutes les startups qui rentrent dans notre accélérateur bénéficient de ce réseau, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Asie. On identifie les startups qui nous intéressent. Et ensuite, on organise ce qu'on appelle des comités de sélection. Donc, les startups viennent présenter leur innovation, leur entreprise en une dizaine de minutes devant à peu près 150 personnes constituées d'experts. Et chacun de ces experts évalue la société, ce qui nous permet, nous, ensuite, de prendre les meilleurs. On les aide, une fois que leur technologie, leur produit est suffisamment mature, à se développer et à aller chercher des contrats, non seulement en France, mais partout dans le monde. Allumage EAP, décollage. On avait une idée, mais il nous fallait le retour de l'industriel. Donc c'est dans ce sens qu'on a travaillé avec Starburst et on a pu tout de suite valider avec XL Airways, Air France, KLM et Airbus qui nous ont permis de valider notre idée et de montrer qu'elle pouvait rentrer dans l'industrie et être viable sur le long terme. L'innovation développée par Skylight, ce sont des casques de réalité virtuelle à destination des voyageurs de long courrier.
Notre objectif, c'était vraiment de divertir le passager et que le temps passé dans l'avion passe beaucoup plus vite. Donc là, vous êtes dans votre salle de cinéma privée, vous allez pouvoir regarder un film en 3D ou en 2D, exactement assis comme si on était dans les meilleures places d'une salle de cinéma. Et on ne va plus du tout entendre son voisin, entendre le bébé qui pleure de l'autre côté de la cabine, entendre même les bruits en fait, de la cabine, on est dans son film. Ça marche, ce qui se développe, ils font des tests avec des compagnies aériennes, ils ont un produit qui est vraiment intéressant. On a eu la chance d'être sélectionné par Y Combinator, qui est un petit peu le Harvard de l'art start-up dans la Silicon Valley. Et on a pu trouver des financements aux États-Unis. C'est important de trouver des financements en France et ailleurs qu'en France aussi, pour accélérer en fait le projet. Parce que si on veut rentrer sur une région ou sur un pays, il faut avoir quand même des financements de ce pays ou de cette région. En 18 mois, le projet est devenu réalité. Plus encore, l'entreprise a pu, grâce au soutien de Starburst et grâce également à son voyage aux États-Unis, lever 1 million d'euros. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on passe à la météo. Il y a des alertes orange dans certaines régions. Vous allez voir ça. Alors, il est l'un des plus proches soutiens d'Alain Juppé et il va nous expliquer un petit peu quelle est la stratégie de l'ancien Premier ministre qui a décidé de hausser le ton en cette fin de campagne. Bonjour Benoît Paru. Bonjour. Qu'est-ce qu'il prend au petit déjeuner, Alain Juppé? Je ne sais pas. Vous lui Parce poserez que- la question des cornflakes, j'imagine. En ce moment, le ton a sérieusement changé. Il est passé où le code de bonne conduite qu'il avait décidé d'instaurer dans cette campagne des primaires? Sur l'entre-deux tours, on a un petit pic de tension hier. Ça va se calmer très très vite. On a eu quelques autres pics de tension qui ont donné aussi une grosse reprise médiatique il y a quelques semaines. Vous pensez à quoi en Finalement, la particulier? campagne s'est bien passée et la campagne de l'entre-deux tours se passera tout aussi bien. Il y a là encore une volonté d'Alain Juppé de montrer effectivement ses différences avec François Fillon. Le ton est un peu monté hier, un peu trop de mon point de vue. Et donc maintenant, les choses vont rentrer effectivement Pourquoi dans vous un le calme. regrettez? Je ne le regrette pas en tant que tel, mais je pense qu'on a besoin, nous, de démontrer que sur le champ économique, que sur le champ sécuritaire, nous avons des différences avec François Fillon. Ces différences sont légitimes. À nous de les expliquer pour convaincre les électeurs de nous rejoindre dimanche prochain. Mais restons dans la campagne que nous avons faite depuis le début. C'est vrai qu'il a fait une campagne plutôt sur le reculoir, Alain Juppé, depuis le début. Et là, il se montre offensif. C'est l'orgueil qui parle. Est-ce qu'il vient de découvrir le programme de François Fillon? Personne n'a vu, entre guillemets, le programme de François Fillon. En tout cas, ce programme était sous les radars. Vous ne l'avez pas beaucoup regardé, nous non plus, parce que tout le monde était focalisé sur le duel Nicolas Sarkozy-Alain Juppé. Et donc on a vu, on connaissait évidemment le programme de Fillon. Mais nous, notre adversaire, pendant 2 ans, notre compétiteur plutôt qu'adversaire d'ailleurs, c'était Nicolas Sarkozy. Et donc on concentrait notre regard sur ce programme-là. Personne n'a vu venir François Fillon, ni dans la classe politique, ni dans la classe médiatique. Et donc, effectivement, nous considérons qu'aujourd'hui, il faut montrer ces différences entre le programme de François Fillon et d'Alain Juppé, tout en précisant qu'on a quand même 80% d'accord entre nos programmes et qu'il y a quelques nuances, quelques différences. Et c'est sur ces sujets-là qu'on veut montrer les écarts. Il y a eu des attaques très fermes de la part d'Alain Juppé sur le contenu du programme de François Fillon. On a presque l'impression, en écoutant Alain Juppé, que François Fillon est dangereux, que François Fillon est devenu dangereux. C'est-à-dire sur la question des valeurs, sur la question d'un programme économique qui sera un programme de casse sociale. Ni sur les valeurs, ni sur le plan économique, le programme de François Fillon est un programme dangereux. Évidemment pas. Ce qu'on veut dire, c'est que, et c'est peut-être le principal message qu'on veut passer, la droite comme la gauche, depuis des années, font des campagnes électorales. Et peut-être que dans ces campagnes électorales, on force le trait, on en dit un peu trop, on va un peu trop loin. En promesse, et derrière, bien sûr en promesse ou en engagement, et derrière, on a du mal à tenir ces engagements-là. C'est le bruit classique des campagnes électorales, pour séduire la salle, pour se dire, tiens, pour toucher mon électorat, je vais en mettre un peu plus sur les fonctionnaires, ou plutôt en l'occurrence contre les fonctionnaires. Et nous, ce qu'on veut dire à l'occasion de cette campagne, c'est que nous avons essayé, pendant 2 ans, de monter un projet sérieux, un projet que l'on pourra effectivement appliquer. Et c'est là qu'on a des différences, et notamment une différence fondamentale avec François Fillon sur son projet économique, en considérant que son projet est peut-être intéressant, doux aux oreilles des lecteurs de droite, mais qu'il n'est peut-être pas suffisamment pratique, applicable.
Applicable dans une campagne où il faudra rassembler Pas l'ensemble dans une du pays. campagne, pas dans une Où il campagne faudra électorale. rassembler Non, l'ensemble du pays aussi pardonnez-moi. ou pas? Les Non. campagnes électorales, c'est des choses importantes. Mais dans une campagne électorale, on se doit, comme le dit d'ailleurs François Fillon, de dire la vérité. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est la condition sine qua non pour pouvoir gouverner. Et c'est ça l'essentiel. Alors hier soir, il y a eu une phrase qu'il faut que vous nous expliquiez ce matin d'Alain Ah. Juppé. Ben oui. Il a dénoncé les soutiens de l'extrême droite qui arrivent en force dans l'équipe Fillon. Voici exactement les mots utilisés par Alain Juppé. De qui parle-t-il ? J'ai cru comprendre, cru voir qu'il y avait effectivement un ancien député Front National qui avait apporté son soutien à François Fillon. C'est le problème de ce député Front National et pas le problème de François Fillon. Là aussi, c'était une erreur en fait. C'est pas une erreur en tant que C'est telle. une sortie de route. C'est pas une sortie de route, c'est vous êtes en campagne électorale, vous êtes en meeting. Bon, effectivement, la tension est montée hier. François Fillon a répondu à Alain Juppé sur un ton un peu sec. Et donc voilà, il y a une petite escarmouche dans la journée d'hier. Je répète que cette escarmouche, on en a vu d'autres. Il y en aura d'autres dans la vie politique et ça ne remettra aucunement en cause l'unité nécessaire et indispensable de dimanche soir. Pour boucler sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a quelque chose d'extrême droite dans ce qu'est François Fillon, ce qu'il porte sur les valeurs, sur son programme ? Pas le moins, non, pas du tout. Voilà. Est-ce que vous considérez que François Fillon a clarifié sa position sur l'avortement ? Sa position est claire depuis le départ. Très claire depuis le départ. La position de François Fillon sur l'avortement, c'est de dire « je ne remettrai jamais en cause l'IVG ». Il l'a dit très clairement, depuis longtemps, tout en disant, à titre personnel, je ne suis pas favorable à l'IVG, mais je sais différencier mes positions personnelles de mes positions de chef d'État. Ce que nous avons voulu indiquer en reparlant de cette histoire-là, qu'il avait lui-même évoqué, il n'y a pas 5 ans, mais il y a 2 mois, c'est qu'effectivement, il y avait cette différence entre François Fillon et Alain Juppé, d'une droite que je considère comme peut-être plus moderne, plus contemporaine, qui comprend mieux les évolutions de société par rapport à une droite peut-être plus classique en la matière. Et c'est cette différence-là que nous avons voulu noter. À aucun moment, Alain Juppé n'a dit ni pensé que François Fillon voulait revenir sur l'IVG. Est-ce que vous pensez que François Fillon a une conception rétrograde de la place des femmes ? Il y a une petite anecdote qui a été rapportée hier par Nathalie Kosciusko-Morizet qui racontait qu'en début 2009, François Fillon lui avait dit qu'elle ne pouvait pas être ministre parce qu'elle était enceinte. Après, il s'était excusé pour ces propos-là. Et ben voilà, vous voyez, comme quoi. Ça a réglé le donc problème. non, il n'y a pas de sujet non plus sur sa conception. Parce qu'on entend beaucoup Alain Juppé, ça vient pas de nulle part ce que je vous dis, Benoît Apparu. On entend Alain Juppé qui fait des sous-entendus en disant pardonnez-moi, je défends l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc on arrête les sous-entendus sur cette fin de sur campagne. l'égalité homme-femme, Alain Juppé la défend depuis Chatou. C'était la conclusion de son discours à Chatou. C'est pas nouveau, donc ne lions pas autre chose. Dans son discours de Chatou, en conclusion, il disait 3 choses. 1, il y a 3 sujets, vous, jeunes, que je vous demande de prendre en charge. L'égalité homme-femme, le numérique, l'économie décarbonée. C'est ces sujets-là qui me paraissent essentiels et c'est sur cela que nous devons revenir pour les jours de campagne qui nous restent. Je termine avec une affiche que vous avez certainement vue. C'est une campagne de prévention d'affichage public contre le sida à destination des homosexuels. Le maire Les Républicains d'Angers, Christophe Béchu, a fait retirer ces affiches. C'est un de vos soutiens, comme le rappelait hier François Fillon. Est-ce que vous condamnez l'attitude de ce maire ? C'est pas ce que j'ai fait dans ma ville. Je suis maire de Châlons-en-Champagne. Je n'ai pas fait retirer ces affiches et je ne les ferai pas retirer parce que c'est pas ma conception de la vie démocratique, de la vie publique, de la vie d'affichage, entre guillemets. Vie d'affichage, le terme n'existe évidemment pas, que l'on envoie dans une ville. Je suis pas un grand fanat de cette campagne, mais je ne la retirerai évidemment pas. Merci beaucoup, Merci à vous. Benoît Apparu. Bonne fin de campagne alors. Merci. C'est à vous, William. Caroline, à demain, merci. À demain. Quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à Savez-vous combien de Français consultent un psychologue, psychiatre 8 millions. 8 millions d'entre nous, mais le sujet est un peu moins tabou, Brigitte, qu'autrefois. Et bon nombre de personnes ont encore sur ce sujet-là des idées fausses. Alors, il y a un livre qui vient de paraître parmi d'autres. C'est un psychiatre et un dessinateur qui, tordent le cou à certaines de ces idées. Pourquoi est-ce qu'on a un regard un peu, je dirais, un peu péjoratif sur les psys ou leurs patients même d'ailleurs? Oui, les deux, c'est vrai. Alors déjà, c'est vrai qu'on a moins, on rase moins les murs quand on va chez un psy. Je veux dire, c'est quand même un petit peu rentré dans les mœurs. On doit aussi un petit peu à Woody Allen, reconnaissons-le. Oui, mais le psy s'occupe de la santé mentale et autant on accepte l'idée d'aller soigner son corps, autant beaucoup de gens encore reculent à l'idée qu'on puisse aller soigner son esprit, qu'on puisse aller
chez un psy parce que il y a encore cette idée que si on va chez le psy, c'est qu'on est faible, par exemple. Non, on ne va pas chez le psy parce qu'on est faible d'esprit, qu'on ne sait pas gérer sa vie ou ses problèmes. Au contraire, c'est même une force de caractère que décider un beau jour d'aller frapper à la porte d'un psy pour s'en sortir. L'impression on ne sait plus quoi faire, qu'on ne sait plus, on n'a plus de maîtrise sur soi. Voilà. Ça y est, on est perdu. On va voir. Eh ben non, justement, c'est une démarche volontaire et courageuse. Certains disent, par exemple, ceux qui vont chez les psys parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Non, le psy ne remplace pas les relations d'amitié. On peut avoir une vie sociale très riche et en même temps avoir besoin de consulter un psy. Donc il y a encore beaucoup d'idées reçues. Et vous l'avez dit, un psychiatre avec la complicité d'un dessinateur ont décidé de prendre ce problème-là par l'humour et l'absurde. En écrivant un livre à quatre mains finalement, qui s'appelle 50 puissantes raisons de ne pas aller chez le psy. Le docteur David Gourion et le dessinateur Museau. Vous l'avez compris, ce sont 50 bonnes raisons de frapper à la porte d'un psy. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir citer ces 50 raisons, mais déjà vous en présentez 5 ou 6. On regarde. C'est vrai que quand on regarde Woody Allen après 40 ans de thérapie, on peut se demander à quoi ça sert. En même temps, peut-être que sans la psychothérapie, Woody Allen ne serait pas Woody Allen, n'aurait pas créé tout ce qu'il a créé. Et puis, il y a cette idée reçue très forte que les psys ne servent à rien. En effet, le poseur de moquette ou le poseur de cuisine, lui, il produit quelque chose, le psy ne produit rien, simplement il vous amène, vous, à réfléchir sur vous-même, à être plus libre, plus créatif, et ça n'est pas rien. Beaucoup renoncent à aller voir un psy avec cette peur d'ouvrir une boîte de Pandore et de se fâcher avec sa famille, avec son conjoint, et de rentrer dans une sorte de chaos intrafamilial absolument terrifiant avec des secrets de famille qui émergeraient par centaines. Bien souvent, la psychothérapie va aider à harmoniser les relations intrafamiliales, à les rendre plus apaisées. Il faut savoir dire des choses, mais la position du psy est bienveillante pour le patient et pour sa famille. Beaucoup pensent que les psys n'écoutent pas parce qu'ils ne parlent pas beaucoup. Alors d'une part, le silence, parfois l'écoute est justement une grande qualité et on est très souvent submergé par les paroles des autres. Et puis d'autre part, cette image du psy un peu distant, fermé, froid, qui voit les choses de haut, en réalité est fausse. Le psy est très impliqué, il est là pour être proche et pour comprendre. Si votre psy n'est pas dans cette interaction-là, eh bien peut-être vous pouvez le lui dire. De nombreuses personnes pensent qu'il ne faut pas faire soigner une crise d'angoisse parce que ça fait partie de la vie. Et 70% des gens ne se font pas soigner pour des crises d'angoisse. En réalité, ce sont des vraies problématiques médicales qui entraînent une vraie souffrance. Et comme pour l'asthme, quand on fait des crises d'asthme, on va voir un médecin. Quand on fait des crises d'angoisse, on va voir un psychiatre, on se soigne et on peut aller beaucoup mieux. Beaucoup pensent que plutôt qu'aller voir un psy, autant se confesser, aller chez un curé ou aller voir une voyante. Le psy, certes, ne devinera pas votre avenir, mais pourra mieux vous aider à comprendre votre passé et mieux vous aider à construire votre avenir avec plus de liberté. Dernière petite question, finalement, quand faut-il consulter? À quel moment on se dit, bon, il faut que j'y aille, quoi? Alors, bien sûr, en dehors de tout le spectre des maladies mentales, il y a évidemment, pour aller chez le psy, plein de raisons qui peuvent nécessiter qu'on frappe à la porte d'un psy. D'abord, si on se sent dépressif, bien sûr, si on a subi un traumatisme psychologique, si on est dans une situation de rupture, de deuil, de chômage et qu'on le vit très mal, si on vit des échecs répétés et qu'on ne comprend pas pourquoi il y a cette répétition d'échecs. Et puis tout simplement aussi quand on a envie de découvrir un petit peu plus qui on est. Ça peut arriver d'avoir envie de faire ce chemin-là avec un psy. Et puis il faut se dire aussi que si on frappe à la porte d'un psy, on n'en prend pas forcément pour 10 ans. C'est ça la question. Voilà. Regardez Woody Allen, ça fait 40 ans qu'il y va. C'est une drogue dure. Effectivement, pour certains. Alors c'est vrai que pour certains, et Woody Allen en est un bon représentant, c'est une drogue dure. Mais il faut savoir aussi qu'on peut consulter un psy soi-même ou pour son enfant avec 2-3 séances qui permettent parfois de rassurer, de guider et de régler un problème. D'accord. Merci beaucoup, Brigitte. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, jeune homme.
Alors, si vous êtes amateur de belles choses ou passionné de belles choses, ce qui va suivre devrait vous intéresser, des artisans d'art. Alors, ce sont des artisans d'exception qui se réunissent jusqu'à quand? Jusqu'à samedi à peu près? Qui se réunissent jusqu'à samedi 17h. Bon, vous direz c'est une réunion de spécialistes, Ouais. et alors? Oui. Sauf que vous allez les voir, ils vont travailler devant vous. Et ça, c'est extrêmement rare. Ah, ça, c'est super rare. Alors, ça s'appelle Hors les murs. C'est un festival qui est organisé par une grande marque du luxe français qui a l'habitude de mettre en avant quand même ses artisans, puisque toutes les pièces qui sortent de cette belle maison sont faites par des artisans d'exception. Alors, ils travaillent le cuir, Ils travaillent le bois. cuir, ils travaillent la soie, La ils soie. travaillent le bois, ils travaillent le tissu, ils travaillent la porcelaine, ils travaillent de nombreux matériaux. Alors si je vous dis putoiser, chantouner, tarauder, remater, fileter, tout ça ce sont des termes ancestraux qui veulent dire quelque chose qui exprime les gestes de ces artisans. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens sont du patrimoine vivant français. C'est-à-dire qu'on a quand même une exception française avec cet artisanat-là. Et les grandes maisons du luxe, entre autres, défendent aussi ces valeurs-là. Alors, ce qui est étonnant, c'est le succès que ça rencontre. Des milliers de visiteurs. C'est au carreau du Temple, c'est en plein Alors, cœur de c'est Paris. protégé ou pas? Parce que je me dis avec un temps que là, c'est pas terrible. Oui, c'est protégé. Oui, ça va. vous allez voir. Non, c'est pas en pleine rue. Regardez, je suis sûre que vous allez tous y courir bah oui, après. oui, ça, c'est Regardez. L'événement Hors les murs est un festival des savoir-faire. Nous y réunissons 10 artisans et nous montrons à tout public comment faire un sac, comment façonner une cravate, comment roulotter un carré ou encore comment réaliser des gants. Depuis l'ouverture, nous avons eu des milliers de personnes qui sont venues donc découvrir ces savoir-faire, ce qui montre d'abord la très grande fierté de voir ces savoir-faire français, de discuter, de dialoguer avec les artisans et la passion qu'ont ces artisans à réaliser ces objets. Quand je suis arrivé en France, j'ai arrivé avec un but différent. Je suis arrivé pour les chevaux, pour être un cavalier professionnel. Et je me suis tourné vers la sellerie. Et je savais que la France, c'était un pays riche dans les savoir-faire. Donc je me suis dit, voilà, je suis dans le pays où je peux faire ce métier-là. C'est très important déjà de commencer à former des selliers pour l'avenir. Ça se fait dans un long terme, donc ça prend des années. Donc il faut déjà commencer avec des jeunes. C'est un savoir-faire ancien. Et c'est un travail artisanal. Donc c'est des objets qui vont durer longtemps. Ça m'arrive de voir des selles de pièces qui sont vécues 60 ans. Et déjà les voir, je suis admiratif de voir ce travail-là, des anciens selliers qui ont fait ça. Et moi je me pose ces questions-là, waouh, un jour mes selles ils seront aussi dans 60 ans peut-être. Voilà, et c'est une satisfaction. Ce qui fait la pérennité des savoir-faire, c'est que le métier d'artisan est un métier vivant. C'est-à-dire à la fois, c'est un métier qui reprend des savoir-faire qui peuvent exister depuis longtemps, mais aussi qui intègre une innovation. L'innovation par de nouvelles matières, l'innovation par l'évolution de ces savoir-faire, par l'utilisation parfois de nouvelles technologies qui accompagnent le développement de ces savoir-faire, et puis innovation par aussi la création qui elle-même évolue. Donc toujours cet équilibre entre une certaine tradition et une véritable modernité. Alors c'est juste une démonstration. Oui. Les objets que l'on voit là ne sont pas vendus. Non. Mais Non, dommage. ils sont pas à vendre. Ça a un coût, mais au moins on voit le bien temps sûr. passé sur l'objet. Et surtout, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils font aussi des visites pour des groupes scolaires. Parce que n'oublions pas, les métiers d'art sont aussi des métiers d'avenir et des métiers potentiellement intéressants pour nos jeunes. Voilà. Donc je défends ça. C'est jusqu'à quand? Samedi, Ah, dépêchez-vous. 17h. Ah, ouais. Hop. Très bien, merci beaucoup. Tiens, Nocturne, Comment demain soir. Oui, nocturne. Un nouveau site de design, ça vous concerne aussi? C'est Laura du Web qui a trouvé ça. Oui. Et là, on n'est plus hors les murs, on est sur les murs. Ça s'appelle Ad+. Et le principe est assez innovant. L'idée, c'est d'avoir un mur personnalisable et évolutif. Donc, vous mettez sur votre mur simple des petits carreaux comme ça pour vous installer. Et après, vous allez pouvoir changer votre mur autant de fois que vous le voulez, mettre des photos, mettre des plantes, Ah ouais, d'accord. le transformer en bibliothèque.
Donc voilà, vous faites ça. Là, on vous montre sur un petit espace, mais c'est valable sur le mur en entier. Vous en avez assez du rouge, vous passez au jaune. Voilà, tout ce que vous pouvez faire avec ce système. Ça s'appelle comment ce Ça s'appelle AD+. A2D, plus comme le sigle plus. Tiens, justement, plus, vous tombez bien. Ne vous inquiétez pas, c'est dans la taxe d'habitation. Si vous n'avez pas décoché la case, J'étais en train de vous me l'avez dire, payé automatiquement à la peur. Non, c'est automatique. Pas payé. Si, payé. Alors c'est combien en fait? Est-ce ça. que tout le monde sait combien coûte la redevance? Allez-y. 137. Non, toi tu triches, t'as regardé. Vu mon texte. Vu le texte, c'est un 137. Mais alors sachez, 137 € quand même. Sachez tout d'abord, je sais que c'est jamais très agréable. Je sais que c'est jamais très agréable de payer une taxe, mais sachez tout d'abord qu'on n'est pas très cher par rapport à nos voisins européens. Regardez ce premier graphique comparaison avec nos voisins. Donc chez nous c'est 137 € en effet par foyer fiscal et par an. Vous voyez qu'en Allemagne c'est 210 et chez les Anglais c'est encore 170. Alors c'est en livres au départ, mais j'ai converti en euros, 170 livres. Je vous parle même pas des Suisses qui sont à plus de 300 € par an. Et en plus, nos voisins sont très très sévères. Ça rigole pas si vous essayez de truander. En Grande-Bretagne, par exemple, vous allez voir le générique de la BBC. Si vous truandez avec les Anglais, si vous payez pas la redevance, la BBC vous attaque. Vous pouvez payer jusqu'à 1000 livres d'amende. Donc ça ne rigole pas vraiment du côté de la Manche. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un Écossais exprès. Et chez les Allemands, par exemple, vous allez voir la ZDF. Voici la ZDF et il y a aussi ARD. C'est les deux chaînes principales publiques de télévision en Allemagne. Chez eux, vous payez la redevance, même si vous n'avez pas de téléviseur chez vous, mais que vous regardez sur une tablette ou un smartphone. Oui. Chez nous, vous ne payez pas. Si vous n'avez pas de téléviseur, mais que vous regardez sur un autre moyen, il n'y a pas la même offre, hein, c'est pour le... Voilà. oui, c'est ça qu'il faut si dire vous aussi. si vous regardez, quel que soit le support en Allemagne, vous payez. Alors que chez nous, il faut vraiment avoir un téléviseur. Sinon, vous ne payez pas. Un téléviseur. Oui, c'est carré. C'est comme ça. C'est comme Le grand ça. truc. Chez lui, il avait que des télé comme C'est ça. carré. C'est Non, rectangulaire. des fois, ça peut être un peu comme ça. Alors, donc vous voyez déjà qu'on ne vous coûte pas trop cher par rapport aux voisins. À quoi sert l'argent de la redevance? À Voilà. financer l'ensemble de l'audiovisuel public. Vous allez voir un camembert avec des jolies couleurs. Alors, d'abord, ça finance France Télévisions parce que la télé, c'est ce qui coûte On le est plus où, cher. nous 64%, le gros truc Oh bleu. là Voilà, bah oui, parce que la télé, ça coûte cher. 17% va à Radio France, 9% à TV5 et à tout ce que la France diffuse vers l'étranger, un peu à Arte, puisque c'est franco-allemand, donc on paye un petit peu pour Arte, 7%, et 2,5% l'INA, toutes les belles images d'archives que nous avons qui sont conservées depuis presque 70 ans par l'INA, 2,5% donc des 137 € de redevance. Il faut savoir qu'avec ça, la télé publique française est vraiment une des plus complètes. Je dis pas ça pour nous vanter, mais vraiment c'est vrai, regardez, parce que non seulement on a France 2, mais aussi France 4, France 5, la nouvelle chaîne info, et surtout dans chaque région, France 3, il y a pas moins de 24 décrochages régionaux dans toute la France, là où les Allemands n'en ont que 9, par exemple. Il y a des JT régionaux et locaux chaque midi, chaque soir. Vous voyez la carte de toutes les implantations locales de France 3, avec même les endroits où il y a juste une petite équipe qui est là pour être au plus près de l'info. Donc c'est vraiment une offre très sérieuse au plus près de la population. Et puis il y a aussi France O. Dans chacun des dom-toms, il y a une dizaine de chaînes de la Nouvelle-Calédonie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en passant par les Antilles, la Réunion. En tout, chaque jour, 360 heures de programme sont produites grâce à vos 137 € de redevance. C'est pas mal quand même, 360 heures de programme. Au passage, je termine en vous disant que les chaînes privées qui proclament partout qu'elles sont gratuites, qu'elles ne vous coûtent rien, c'est pas tout à fait vrai. Elles sont pas tout à fait gratuites parce que quand vous allez au supermarché, je vais vous montrer des images de supermarché. Pourquoi des images de supermarché? Parce que quand vous achetez un paquet de yaourt ou de lessive qui fait de la pub à la télévision, le paquet de yaourt ou de lessive, il est quelques centimes plus cher parce que la marque fait de la pub à la télévision. Elle doit payer cette pub à la télévision. Donc, chaque fois que vous faites des courses, chaque fois que vous faites des courses, vous payez quelques centimes sans vous en rendre compte. Mais pour le principal Donc il faut groupe, comparer. Voilà, le principal groupe celui-là, privé. il passe à la télé, celui-là pas. Ouais, voilà. Pour TF1, par exemple, le groupe TF1, ça représente 40 € par foyer que vous payez sans vous en rendre compte. Et puis pareil pour les autres groupes de télévision privée. Donc voilà, c'est indolore parce que vous ne le voyez pas, mais en fait, vous payez. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, que nous, on a peu de pubs. Vous savez que maintenant, il n'y en a plus après 20h. Il y en a un peu dans Télématin, il n'y en a pas sur Arte, il n'y en a pas sur la chaîne Info. Vous avez dit Quoi? Et vous avez dit quoi? Il y en a quoi? De la pub. Oui, non, mais un peu. Après 20h, il n'y en a plus. Oui, et vous avez ajouté quoi? Il y en a dans Télématin. Non, vous avez dit un peu. Je dis un peu. Oui. Ça va pas, non? Quoi, il y en a beaucoup? Énormément. Bon, tant mieux. Et tant mieux. Parce que ça nous aide à vivre. C'est 12%. Par rapport la redevance, c'est le principal, et on a 12% qui vient de la pub. Et oui, voilà. Alors, toute cette promo pour vous dire que votre argent est bien placé. Exactement. Et qu'on porte désormais 237. On va la porter à 140. Non, je plaisante. Merci beaucoup.
Alors, il a pris ça, c'est une période, c'est 1971. Et c'est pas n'importe où, c'est en France. Qu'est-ce qu'il faisait en France? Elle va vous le dire, Anna. Et pourquoi on parle d'eux, après tout, en ce moment? C'est vrai, simplement parce qu'ils vont sortir leur nouvel album studio le 2 décembre. Encore? Oui, oui. Et ça va être parfait, enregistré en 3 jours, dans des studios mythiques à Londres, en 3 jours. Ils n'ont pas été à Abbey Road par hasard, non? Non, ils n'ont pas été. Non, les studios s'appellent British Grove. C'est dans l'ouest de Londres, à 2 pas des bars et des clubs qui ont vu naître le groupe au début des années 60. Ah bon? Je suis hystérique sur mon siège, je sens que ça sent. Et, Non. Voilà. Et moi, je suis complètement esgagacée par ces gens. Vous êtes quoi? Esgagacée, comme on dit, vous voyez? Ah, on dit ça un peu dans le sud. Esgagacée, je suis excitée. Bref, et je parle comme ça parce que c'était en effet à Villefranche-sur-Mer que Dominique Tarlet a passé 6 mois. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Villefranche-sur-Mer en 1971? Eh bien, il suivait les Stones. Il pensait venir pour un après-midi et Keith Richards ne l'a plus laissé partir. Du coup, il a vécu de l'intérieur la conception de Exile on Main Street, un des albums mythiques des Rolling Stones. Qu'ils ont enregistré là, à Villefranche? À Villefranche, dans les caves. Dans les caves de la maison, avec tout le monde qui se baladait, les enfants, la vie de famille. Et il a des tonnes d'anecdotes. C'était pas un studio, c'était une maison, quoi. Oui, mais enfin, un home studio, comme on dit. Une grande maison, peut-être. Il y avait... Ils étaient toutes les familles ensemble? En fait, ils avaient tous quitté l'Angleterre, ils s'étaient tous installés dans le sud de la France. Il va nous raconter tout ça. Et vous allez voir que les enfants couraient dans tous les sens, les copains aussi. Ça travaillait dur. Et ce qui est fabuleux, c'est que là, il y a une exposition qui s'appelle The Box, qui va avoir lieu le 7 décembre à Paris. Ça devait fumer des produits illicites, non? Qu'allez-vous chercher? On n'est pas sûr qu'il y ait toujours eu du sel dans les salières, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je ne dis pas ça par hasard, vous verrez qu'il y a une photo, il y a une salière. Voilà. Et donc The Box, cette expo s'appelle The Box parce qu'il a ressorti les tirages originaux de 71. On va pouvoir se procurer les tirages originaux de cette période mythique des Rolling Stones qui était en 71, donc pour Exile on Main Street. C'est à vendre? Ah non. C'est à vendre. Non, à Si, regarder. vous allez pouvoir vous les procurer à la Galerie de l'Instant à Paris. Nous, on est allé le voir au Labo Photo avec Thomas Consani qui travaille l'argentique comme personne. C'est un travail d'équipe. On était dans les coulisses donc, de cette expo qui arrive le 7 décembre à la Galerie de l'Instant. J'étais le photographe officiel des Rolling Stones début 71. Pendant le dernier concert, Bianca m'annonce que tous les Rolling Stones quittent l'Angleterre pour des raisons fiscales et vont s'établir dans le sud de la France. Je m'entends très bien avec les gens qui bossent pour eux et je leur dis que j'aimerais les photographier dans leur nouvel environnement. Donc j'arrive pour l'heure du déjeuner, on déjeune en famille. L'après-midi, pour Keith, c'est musique et pour moi, c'est photo. Je remercie tout le monde pour cet après-midi absolument incroyable. Et Keith me dit, mais où tu vas? Ta chambre est prête. Et je suis resté 6 mois. Les 3 premiers mois, je suis en vacances avec une famille anglaise. À travers les médias, ils ont une réputation sulfureuse. Mais au quotidien, la vie de famille prend toute son importance. Et le respect de ces rockers pour leurs gamins est absolument incroyable. Au bout de 3 mois, ils décident de se remettre au boulot et d'enregistrer dans les caves de la villa toutes les nuits, de 9h du soir à 6-7h le matin. Et c'est là où on voit que c'est des gros bosseurs. Thomas est tireur, noir et blanc. Il a un œil, une vision qu'il traduit dans son travail de tireur, qui pour moi est très important. Ça fait 17 ans que je tire pour Dominique, donc c'est vraiment une relation de confiance. Et là, c'est vraiment le moment magique, quand l'image apparaît, elle se révèle. Il voulait ressentir un peu à la fois le fouillis qu'il y a sur la table et le côté sage, concentré de Keith et Mick en train de jouer de la guitare. Avec Thomas, avec Véronique qui va retoucher les images, ça fait un power trio. Non, alors, raconte-moi ça, là, les gens dessus, parce que ça, c'est fabuleux. Là, c'est encore une aventure de dingue. J'arrive et je vois un chapiteau de cire planté au milieu d'une friche industrielle et des limousines qui arrivent avec les Who, avec les Rolling Stones, Marianne Faithfull, etc. Je m'assois sur mon sac et la tête dans les mains, je me dis, mais il faut que je rentre dans ce bordel, comment je vais faire? D'un seul coup, il y a un gars qui me prend par la main
J'ai juste le temps de récupérer les appareils photo. Ils m'entraînent à l'intérieur du chapiteau et personne ne dit rien. Et quand on arrive à l'intérieur, le gars se retourne, c'est John Lennon, que je ne connaissais absolument pas. L'idée, c'était de faire un catalogue de la taille d'un vinyle, 33 par 33 cm, pour que les gens puissent ranger ce catalogue parmi leurs disques. Il s'est couché tard, Mick. Il travaillait toute la nuit, mais il travaillait pour de vrai. Hein. C'est pas pour rien que le groupe est encore capable de faire un album en 3 jours. Mais l'album était bon, vous qui êtes une spécialiste, cet album-là. Exile on Main Street, pour les connaisseurs, c'est vraiment un des tournants de la carrière des Stones. C'était déjà le 10e album, si je ne m'abuse, il était fabuleux. Si vous ne pouvez pas aller à la Galerie de l'Instant à Paris, où il y aura l'exposition, vous pourrez vous procurer ce livre, The Box, comme le nom de la boîte qui contenait les tirages originaux de Dominique Tarlet. Il sera tiré qu'à 1000 exemplaires, signé par l'artiste, par le photographe. Et vive l'argentique, vive la photo pleine de profondeur. Voilà. Et vive Anna. Et votre premier album, il sort quand, vous? Ah, c'est gentil. Déjà, il y a un petit truc qui arrive le 9 décembre. Le 9 décembre. Le 9. Oui, parce qu'elle fait ça aussi, vous ne saviez pas. Elle aime bien. Elle chante. Et ici, vous savez, il y a que des artistes ici, enfin, presque. C'est vrai. Merci beaucoup. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est un rapport à ce que vous entendez là, Amadou et Mariam, des jeunes Maliens qui chantent cette chanson-là. Ce qui va suivre est parfaitement inédit à la télévision. Vous allez voir un spectacle qui se joue en ce moment à Paris au théâtre Le Tarmac. Ouais, c'est très belle salle d'ailleurs. Hein. Oui. Et dans cette salle-là, vous allez découvrir un langage que vous ne connaissez pas forcément et des gens qui ont le groove. Vous voyez ce que je veux dire? Et le langage est assez codifié. C'est-à-dire qu'on ne dit pas n'importe quoi comme on pourrait le penser. Alors, de qui s'agit-il et en quoi il parle? Alors, effectivement, il s'agit d'une pièce de théâtre qui s'appelle « On va tout dallasser Pamela ». Ne me demandez pas ce que ça veut dire, la réponse est au début du sujet. Ah bon, très bien. On va tout dallasser, dallasser. Comme Dallas? Comme oui. Dallas, exactement. Oui, mais attendez, il faut expliquer. Alors, cette scène, on la doit à une metteur en scène donc, qui s'appelle Marielle Pinsard. Elle a mené l'enquête en Afrique de l'Ouest pour essayer de comprendre quels étaient les codes et les techniques de drague en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est une pièce de théâtre qui nous emmène en voyage. Hein. On part du côté de la Côte d'Ivoire, du Congo, en passant par le Bénin et le Cameroun. On ne parle pas d'amour, William. Hein. On parle vraiment de ce qui se passe avant. On essaye de comprendre comment pécho, comment flirter, comment draguer, comment dallasser, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est plusieurs scénettes qui s'enchaînent. C'est les pays francophones, hein. Et pays donc on mélange... Ah ouais. J'adore. Et effectivement... Ah non, tu vas voir. Effectivement, je ne sais plus ce que je voulais dire, il y a plusieurs scénettes qui s'enchaînent. Et donc, chacun va dévoiler sa technique de drague. Il faut quand même préciser que les comédiens viennent chacun de leur pays respectif, hein, donc de la Côte d'Ivoire, du Bénin, etc. Ils ont fait des écoles de théâtre là-bas et ils nous parlent un petit peu de leur quotidien. Alors, effectivement, pour draguer là-bas, on prend son temps. On essaye de séduire les femmes, on essaye de la stimuler pour qu'elle puisse comme ça s'émoustiller. Et donc, ils ont développé tout un vocabulaire qui est super coloré. Alors, ce vocabulaire et ces codes, on les retrouve effectivement dans les mots, mais on les retrouve aussi dans le pagne. Le pagne, je vous explique, un pagne. S'il y a un cheval dessus, ça veut dire que la femme, elle court plus vite que sa rivale. S'il y a Obama dessus, ça veut dire que son mari est capable. D'accord? Les coiffures veulent dire des choses. Ce qu'on mange, quand on mange un poulet, ça veut dire qu'on sait comment cette femme aime faire l'amour. Mais ça, c'est expliqué. Oui, William. Oui, ouais. William. C'est valable ici, ça ou pas? Non, parce qu'il y a du poulet à la cantine. Juste pour vous dire que, voilà, là-bas, au pays, ils ont développé un langage urbain. Ça va être bien, là. Ça va... Allez, on va tout dallasser. On y va tout de suite. C'est parti. Y'a Pelélé. Ou bien? Ouais, je suis là. Je suis mal fan de toi, des bébés. On va tout dallasser, Pamela. Ça veut dire qu'on va rouler des mécaniques comme JR dans la série Dallas, quoi. Moi, je suis sortie ce soir-là. Ah, je viens te chercher, petite. Bon, ça m'a un peu fascinée, les expressions employées pour se faire draguer. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un spectacle sur les langues employées pour se faire draguer. L'attirance précède toujours l'amour. La drague à l'africaine, quoi, parce que c'est trop inventif, trop drôle. Toi, tu me plais. Je te dis ça en brille même. Voilà.
Ambri, ça veut dire forcing. Rapidement. Rapidement, je vais te mettre dans un lit blanc. C'est pas romantique, hein. Ils vous prennent puis ils disent moi je suis gamé de toi, moi je suis malfant de toi. Alors, ça choque un peu mais ça vibre. Et à partir de là, on est souvent un peu émoustillé en disant oh, c'est trop bête, mais ça marche. Moi c'est Sawamoto, dit Motoboy, alias Boy Boy. Ton petit De Niro, fumé, braisé, maquillé, bien aromatisé. Traditionnellement, c'est quand même plutôt les hommes qui vont vers les femmes. Voilà, pour la drague. Ça se fait pas trop une fille qui veut tchatcher un mec. Mais bon, ça existe aussi. Pour commencer, mesdames, ça doit être furtif. Je te prends dans l'œil. Je te lâche. Je continue de te surveiller du coin de l'œil. Hein. Ils ont commencé un peu comme le verlan, hein, comme c'est à s'amuser avec les mots. Moi, je suis gamé de toi. Je suis gamé de toi, je suis dans ta gamme. Je vais entrer dans ta gamme, là. Allez, vas-y, dis-moi quelque chose dans ta gamme. Vas-y, tu peux la soutra, man. L'embrouiller, hein? Oui, l'embrouiller avec des compliments. Oui, dans un endroit calme, là, tu l'as convainc. Ouais, c'est ça. Le mouchi, c'est vraiment Abidjan qui a inventé ce langage. Au Cameroun, on parle le camer, quoi, le cam franglais, qui est un mélange d'anglais, français et de langues africaines. Maintenant, on va voir si tu sais pampan. Si tu sais parler, quoi. Allez, fonce. Va faire le mouchi. Allez, va faire le voyou. L'Afrique, c'est super codé. Par exemple, les pagnes ont un nom. Les coiffures, selon comment est coiffée une fille, ça veut dire si elle est libre ou pas, etc. Donc j'ai appris plein de choses. Le poulet, ça dépend de quel poulet vous voulez commander. Ça veut dire que vous aimez faire telle ou telle chose. Si elle choisit poulet entier, c'est qu'elle veut toutes les positions. Si elle choisit demi-poulet, position sur le côté. Les Congolais, c'est les rois de la tchatch et de la sape, quoi. C'est tout un show hein, de sortir le soir à Abidjan ou au Cameroun. Hein. C'est la folie. Voilà, s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de fringues, il n'y a pas d'Afrique de l'Ouest. Hein, ça, c'est sûr. Ils ne parlent pas toujours forcément la même langue, effectivement. Non, et dans chaque quartier, ils draguent différemment, dans chaque pays, c'est pareil, dans chaque ville. Voilà. Bon, alors ça s'appelle la drague à l'africaine. Si vous passez Ça par là, s'appelle On va dallasser, Pamela. On va dallasser Pamela. Au tarmac. Jusqu'au... Au 2... Oh, il faut se dépêcher. Au 2 décembre, dépêchez-vous. Vite. Là. Allez, on commence par quoi, Patrick ? Eh bien, on va commencer par Le Monde et un papier amusant de Pierre Barthélémy. Alors, le surtitre va vous faire sourire. Regardez ça, improbabiliologie. Sans doute la science de l'improbable. Oui. Et puis un titre alléchant, pourquoi les incompétents se croient si doués. Alors le papier commence par l'histoire d'un braqueur qui un jour dévalise une banque à visage découvert. Alors évidemment, les caméras de surveillance tournent et filment tout. Les images sont diffusées à la télé et le soir même, les policiers arrêtent l'amateur qui leur dit « mais je ne comprends pas, comment m'avez-vous retrouvé ? J'avais mis du jus de citron sur ma figure. » Alors, les policiers ne comprennent pas et en fait, le gars... Sachant que le jus de citron est bien pratique pour fabriquer de l'encre invisible, il pensait qu'en se barbouillant le visage avec du jus de citron, eh bien, il rendrait le visage on a un vainqueur quand même. Là, c'est un champion du monde quand même. Grand winner, lui. Grand winner. Ah ouais. Mais comment m'avez-vous trouvé ? Même les policiers ne comprennent pas. Alors, partant de cette histoire, là, ça devient sérieux. 2 psychologues américains ont prouvé qu'il existe, chez les nuls, un biais psychologique qui les pousse à se surestimer. C'est-à-dire que les psys ont réalisé des expériences destinées à tester des cobayes, des humains, des volontaires, dans des domaines qui nécessitent un minimum de finesse et de savoir. Des gros nuls, c'est des gros prétentieux, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont pris les cobayes, ils les ont testés sur l'humour, avec des blagues qui étaient notées par des comédiens professionnels, le raisonnement logique, la grammaire. Et puis après, ils ont demandé aux mêmes cobayes de s'auto-évaluer. Comment tu t'es trouvé ? Quelle note tu te donnerais ? Et le résultat, c'est que les gens les plus incompétents, les plus nuls, ont tendance à la ramener un peu plus que les gens compétents qui, eux, ont tendance à se sous-évaluer. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça l'histoire. Ça va mieux maintenant. Oui, je me sais. Alors, du coup, maintenant j'ai dit ça, je suis obligé de faire très court. Mais ce phénomène porte un nom, on appelle ça l'effet Dunning-Kruger. Pourquoi Dunning-Kruger ? Parce que M. Dunning et M. Kruger sont les 2 psychologues, les 2 chercheurs qui ont mis ce phénomène en évidence. Pourquoi les incompétents se croient si doués ? C'est à lire dans Le Monde sous la plume de Pierre Barthélémy. Alors, toute autre chose, maintenant, dans Libération, une enquête sur l'association Fraternité musulmane Sanabil. Alors, Bernard Cazeneuve va en fait demander dans quelques minutes au Conseil des ministres la dissolution de cette association. Pourquoi ? Cette association a un but public qui consiste à soutenir les détenus musulmans. Elle en soutient 750, mais
Soutien, c'est-à-dire soutenir les familles. Financièrement, voilà. leur donner de l'argent Ouais. pour avoir la télé dans la cellule, Voilà, écrire c'est ça. des courriers pour eux, enfin faire les Ouais, démarches ouais. administratives. Ils sont aperçus que sur les 750, les pouvoirs publics sont aperçus qu'il y en avait 179 qui n'étaient pas clairs du tout, et même 80 qui sont en prison pour terrorisme, textuellement. En fait, on a là tous les pontes du djihad français, toute la grande famille des radicalisés. C'est comme un club. L'association comptait parmi ses membres notamment le tueur de Magnanville, vous savez, celui qui a tué un policier et bien son sûr, épouse. bien sûr. Et ce gars-là avait une spécialité, il rédigeait les courriers de certains détenus, il a même écrit une lettre sur laquelle la police a mis la main, et dans cette lettre, c'était un détenu qui disait qu'il voulait passer à sa sortie de prison le permis poids lourd avec transport de produits chimiques comme spécialité. Voilà. Bon, l'association Sanabil, donc c'est une usine à prosélytisme, au mieux, hein, et elle va être Et ça existait dissoute. depuis longtemps, ça? Et elle existe officiellement depuis 2010, mais elle était déjà... Vous vous rendez compte? Ça fait 6 ans que ça existe. Voilà, plus de 6 ans, oui. Et elle va être dissoute, là? Elle va être dissoute. Enfin, le ministre de l'Intérieur va proposer un décret, va soumettre un décret proposant Vous la trouvez ça dissolution de l'assaut. dans Libération Dans Libé. aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup. Bridges on mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Avec des gens que vous connaissez et d'autres moins. On commence par qui? Mon méga chouchou, dont je parle quasiment toutes les semaines, non j'exagère, Gregory Porter. Gregory Porter, c'est le fils de Nat King Cole, vous voyez. C'est ce grand gaillard, il fait 1m90, c'est un grand costaud comme ça, il a toujours sa cagoule sur la tête. Il a commencé en 2010, il a sorti un album en faisant des reprises, donc tout le monde a dit « Waouh, la super voix !» Et en plus, le gars est compositeur et auteur, et là, son nouvel album a des titres incroyables. C'est son premier album en concert, ça a été tourné et enregistré, oui, il a une bonne tête, j'adore. Ça a été tourné à la Philharmonie de Berlin. Vous allez voir, ils sont au milieu de la salle. Il est vraiment avec ses 4 potes musiciens, ça sonne, c'est vraiment la racine du jazz. Vous connaissez, vous? Ah oui, Myriam, puis moi c'est je l'ai vu en concert. C'est à tomber par Ah ouais terre. Ouais. C'est À Berlin. absolument génial. Non, pas à Berlin, à Paris. Donc, CD, DVD, Blu-ray, enfin, vous avez la totale. Regardez, il y a même une petite interview de... Là, je vous ai choisi une de mes chansons préférées. C'est une chanson qu'il a écrite pour son fils, qui s'appelle Don't Lose Your Steam, là, la chanson. Ça veut dire, ne perds pas ton étincelle, garde toujours en tête ce que tu as envie de faire. Je trouve que c'est assez joli pour un papa. Regardez. Boy, you hear me calling your name. The bridges your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your scene. Ouais, je comprends. Alors, non, c'est super bien. Très jolie Franchement, voix. c'est Très top. belle. On continue toujours avec un DVD des concerts avec Ibrahim Malouf, dont on parle souvent ici, le trompettiste incroyable, oui, dont Myriam aussi. C'est ta chronique aujourd'hui, hein, t'as vu, c'est que tes chouchous. Merci. Donc Ibrahim Malouf, on lui a longtemps demandé pourquoi, parce que en concert, sur 10 c'est incroyable, mais en concert il faut le voir, le gars des boîtes, et tout le monde lui disait pourquoi tu sors pas un DVD, tes concerts et tout. En fait il en sort pas un, pour ses 10 ans de scène, il en sort 5, avec 5 endroits différents, c'est-à-dire une salle à Istanbul, l'Olympia, à Jazz à Vienne, et vous avez comme ça un vrai panel, un vrai spectre de tout ce que peut faire et ce que peut être Ibrahim Malouf sur scène. C'est très très bien. À nouveau une chanson qu'il a écrite cette fois-ci pour sa fille, qui s'appelle Soon, Will Be Soon a Woman, ça veut dire que tu seras bientôt une femme. Voilà, et j'adore cette chanson, le thème est incroyable. Regardez comme il entraîne, il emporte le public, j'en bafouille de bonheur. Non, c'est Ouais, super mais bien. dans le genre. Dans le genre, c'est au top. Il joue C'est le meilleur, lui, hein. il joue de la trompette à 4 pistons inventés par son papa, parce que c'est 3 pistons normalement la trompette. Et il Je était pourrais avec vous en Sting parler hein, des heures. sur scène pour la réouverture du Bataclan. Mais oui, il était absolument dingue. Et juste pour finir, mon petit chouchou, vous savez, l'album Pet Sound des oh là là, j'ai du mal aujourd'hui, des Beach Boys. Eh bien, vous savez quoi, cet album a 50 ans. Sur cet album, il y a des monuments. Il y a Wouldn't It Be Nice, ce genre de truc. Voilà. Et il y a aussi God Only Knows, la chanson où Paul McCartney a dit que c'était la plus grande chanson jamais écrite, qui est sur cet album. Alors, regardez, petite bande-annonce, c'est un super DVD. Wouldn't it be nice? We experimented on Pet Sounds. I tried to write something better than the surf songs and car songs. He blossomed. Yeah, everybody could see Brian evolve as a songwriter-composer. I came along when he broke your heart. Brian was a master of the studio. No one was his equal. Where are the voices? Back on. We can say goodnight and stay together. There they are. The Beach Boys.
Ils sont bien les papilles. Là, mais oui, vraiment avec bien. Brian Wilson, voilà, j'ai essayé de mélanger Pet Sound et les Pet Shop Boys et tout ça. J'espère que tout le monde, voilà. Dessus, il y a vraiment la chanson Godolinos, qui est la plus grande chanson jamais écrite ever. Il n'y a pas que McCartney qui le dit, je le pense. Oui, ils sont deux. Il y a McCartney et Offray. Voilà. Allez, on passe à la météo avant le journal. Dépêchons-nous. Village alsacien, unique en France et peut-être dans le monde, on va voir. Il fait l'objet d'un documentaire, ce village qui sort aujourd'hui au cinéma et qui raconte une expérience menée par cette commune. Quelle expérience, Marie? Ah là là. Alors, Ungersheim. Cette expérience, en fait, c'est de la transition. Marie-Monique Robin, qui est donc la réalisatrice du documentaire, qui elle est plutôt connue pour dénoncer, entre autres, Monsanto, elle s'est lancée dans cette histoire. Parce que la transition, qu'est-ce que c'est? Transition énergétique, hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Eh bien, c'est... En fait, les citoyens sont très préoccupés, entre autres, par le dérèglement climatique, et ensuite, ils ne veulent plus dépendre du pétrole. Alors, comment faire? Eh bien, grâce aux énergies renouvelables. Il y a des bâtiments qui sont autonomes en énergie. Ça, on est d'accord. Ils vont partager, ils vont, utiliser ce qu'ils cultivent, ce qu'ils produisent. Les enfants, par exemple, à la cantine, vont manger 100% bio. Et tout ça va créer du lien. Eh bien, c'est ça. La transition, tout simplement. Donc, ils vont en fait construire leur bonheur par leur volonté, leurs compétences, parce qu'ils ont envie de changer les choses. Eh bien, nous avons rencontré ces citoyens. Donc, non, mais attention, il faut expliquer que ce n'est pas individuel. Ils ont fait ça à l'échelle du village. À l'échelle du village, c'est pour ça que ça crée le lien. Oui, et nous les avons rencontrés. C'était l'avant-première du documentaire, justement. Regardez. Bonjour. Bienvenue à Ungersheim. Notre village est en transition. On base notre démarche sur le principe de l'autonomie, sur l'énergie bien sûr, mais aussi en matière d'alimentation, en produisant chez nous ce qu'on consomme, et tout ceci basé sur un concept de démocratie participative où on essaie d'impliquer le plus possible les citoyens. Le premier objectif, c'est d'inciter les gens à réfléchir et de les rendre conscients qu'il n'y a pas que la fatalité. Et dès qu'on rentre dans cette démarche, des solutions, on en trouve. Trouver un territoire où tu as toutes les initiatives qui sont les piliers de ce que devrait être une transition écologique, en douceur, sans violence, et même Rob Hopkins, qui est quand même le fondateur du mouvement des villes en transition, qui passe son temps à ça, c'est-à-dire à aller voir les initiatives. Quand il est venu ici, il a dit « j'ai jamais vu ça ». You may feel like you are slightly crazy, but you are the cutting edge. The story from here is a story that I think will inspire many, many people. Tous ces gens, tous ces citoyens qui sont avec le conseil municipal embarqués dans ces histoires, ils sont contents. Et moi, je dois dire que ça m'a beaucoup touché, ça, de voir que voilà, finalement, c'est possible ici et maintenant de faire cette transition heureuse, efficace. On a la même performance que du polyuréthane, quoi, qui est chimiquement catastrophique. Là, on est 3 fois mieux, avec de la paille high-tech. Ça, j'avais pas vu, toi, par exemple, ça. Chacun venait, non, faut pousser là, faut arrondir ici. Ça s'est fait comme ça, donc c'est des souvenirs en fait. Santé alors à la maison de Muriel et Franck. En 10 ans, la commune n'a pas augmenté ses impôts locaux. Elle a réduit évidemment ses gaz à effet de serre de manière considérable. Waouh, maintenant ça commence les enfants, regardez. Elle a économisé 120 000 € en frais de fonctionnement. Et elle a créé une centaine d'emplois dans une commune de 2200 habitants. Qu'est-ce qu'on attend ? Avec le film, on a eu pas mal de demandes de paysans qui nous ont dit ouais, on se rend compte qu'on peut faire autrement, quoi. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous aider? Ça fait vraiment plaisir, c'est super, vraiment. L'évolution de cette transition, c'est que ça essaime considérablement sur la société et ça permet d'aller vers plus de liens, plus de fraternité et plus de bonheur. Mais le pari, c'est aussi de se dire, c'est l'exemple qui donne envie. Alors, une histoire pareille, c'est comme un conte de Noël, mais sauf que c'est réel, quoi. Parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. Qu'est-ce qu'on attend? Bravo. Qu'est-ce qu'on attend? Vous avez vu le bus scolaire? Oui. Oui.
C'est le cheval de trait. Oui, mais cheval tout de simplement. trait, pour les enfants, le matin. Bon, ça s'appelle Qu'est-ce qu'on attend? Ça sort aujourd'hui dans une centaine de salles en France. Et puis évidemment, l'article que vous pouvez retrouver dans le magazine Oui Demain qui sort à partir de demain. Voilà. Oui, demain. Oui, demain. Notre partenaire là-dessus. Bon, merci beaucoup. On a du temps pour